Elle savait que le sourire était faux, mais le portait quand même. Élodie Moreau ajusta une dernière fois le col de sa robe bleu marine devant le miroir de l'entrée. 16 années de mariage avaient sculpté ce geste machinal, redressé, lissé, perfectionné. Tout devait être impeccable pour elle, l'épouse du maire de Collioure. Derrière elle, Grégoire terminait de nouer sa cravate bordeaux, celle qu'elle lui avait offerte pour leurs 15 ans de mariage. Un cadeau choisi avec soin, reçu avec un baiser distrait sur la joue. « Tu es magnifique, ma chérie », murmura-t-il en posant ses mains sur ses épaules. Le compliment glissa sur elle comme l'eau sur du verre. Élodie hocha la tête, observant leur reflet dans le miroir. Le couple parfait, l'image de Épinal de la réussite provinciale. Lui, distingué avec ses tempes grisonnantes qui lui donnaient en cet air d'homme d'État. Elle, élégante et discrète, le sourire juste assez chaleureux pour les photos de journal. « L'inauguration commence à 10 heures, dit Grégoire en consultant sa montre. Les journalistes de France 3 seront là. N'oublie pas de mentionner le projet de rénovation du port si on t'interroge. » Élodie acquiesça machinalement. 16 ans qu'elle répétait les mêmes phrases, soutenait les mêmes projets, incarnait la parfaite épouse de politique. 16 ans qu'elle avait oublié ce qu'était d'avoir une opinion personnelle. Ils sortirent de leur maison bourgeoise, donnant sur la baie. Le soleil matinal de septembre caressait les façades colorées de Collioure, transformant la petite ville catalane en carte postale vivante. Les touristes prenaient leurs dernières photos avant la fin de saison, immortalisant ce décor de rêve que Élodie contemplait chaque jour sans plus le voir. Sur la place de l'église, l'agitation battait déjà son plein. Des ouvriers municipaux installaient ses derniers drapeaux, tandis que Madame Dubois, l'adjointe à la culture, vérifiait obsessionnellement l'alignement des chaises pliantes. Élodie, la voix stridente de Brigitte Lavigne, épouse du député, transperça l'air matinal. « Ma chérie, vous êtes resplendissante. » Le ballet des civilités commença. Baiser sur les joues, compliments convenus, discussion sur la météo favorable pour l'inauguration. Élodie naviguait dans ses eaux sociales avec la grâce d'une danseuse experte, chaque mot pesé, chaque geste calculé. Pourtant, quelque chose clochait ce matin-là. Elle ne parvenait pas à identifier cette sensation étrange qui lui nouait l'estomac depuis son réveil, comme si l'air lui-même vibrait différemment, chargé d'électricité avant l'orage. « Mesdames et messieurs », ça, la voix de Grégoire résonna dans le micro. « Nous voici réunis pour célébrer un moment historique, la restauration de notre théâtre municipal. » Élodie applaudit mécaniquement, son regard dérivant vers l'ancien bâtiment de pierre blonde qui trônait face à la mer. Le théâtre de son enfance, celui où sa grand-mère l'emmenait voir les spectacles de Noël. Fermé depuis 10 ans, il renaissait enfin. « Je tiens à remercier particulièrement l'architecte qui a rendu possible ce miracle, » continua Grégoire. « Monsieur Rémy Dumas, qui nous fait l'honneur d'être présent aujourd'hui. » Le nom la frappa comme une gifle. Rémy Dumas. Le monde bascula. Les applaudissements s'estompèrent, remplacés par le battement sourd de son cœur contre ses côtes. Elle chercha du regard dans la foule, les jambes soudain fragiles, et elle le vit. 20 ans après, il était là. Plus grand que dans ses souvenirs, les cheveux légèrement grisonnants aux tempes, le même regard noisette qui l'avait fait chavirer à 18 ans. Il portait une veste de lin froissé et tenait à la main des plans roulés, l'allure décontractée de celui qui n'a jamais eu besoin de jouer un rôle. Leurs yeux se croisèrent. Le temps s'arrêta. 20 années s'effacèrent d'un coup. Elle était redevenue cette jeune fille qui attendait ses lettres avec fièvre, qui comptait les jours jusqu'à leur retrouvaille secrète dans la petite crique derrière le phare. Rémy esquissa un sourire, timide, incertain, mais toujours ce même sourire qui faisait naître des papillons dans son ventre. « Élodie ?» La voix de Grégoire la ramena brutalement au présent. « Tu te sens bien? Tu es toute pâle ?» Elle cligna des yeux, réalisant qu'elle fixait Rémy depuis plusieurs secondes sous le regard de toute l'assemblée. Quelques murmures commençaient à naître dans la foule. « Tout va bien », articula-t-elle avec difficulté. « C'est juste la chaleur. » Mais rien n'allait bien. Car en retrouvant le regard de Rémy Dumas, Élodie venait de comprendre une vérité terrifiante. Elle n'avait jamais cessé de l'aimer. Et maintenant qu'il était de retour, tout allait changer. Le reste de la cérémonie se déroula dans un brouillard. Élodie serra des mains, sourit au photographe, prononça même quelques mots convenus sur l'importance du patrimoine culturel. Mais ses gestes étaient mécaniques, son esprit prisonnier d'un passé qu'elle croyait enterré. Rémy, ici, à Collioure, après toutes ces années de silence,
Elle l'observait discrètement pendant qu'il présentait les plans de restauration aux élus locaux. Il avait gardé cette gestuelle précise qu'elle aimait tant, ses mains traçant des lignes invisibles dans l'air pour expliquer ses idées. Architecte, elle n'était pas surprise. Déjà adolescent, il dessinait partout, sur ses cahiers, sur le sable de la plage, sur sa peau à elle parfois. « Vous devez être fière, Madame Moreau », dit une voix à côté d'elle. Élodie sursauta. Madame Castel, la directrice de l'Office du tourisme, la regardait avec bienveillance. « Pardon ? Votre mari a vraiment réussi un coup de maître avec ce projet. Le théâtre va redonner vie au centre historique. »« Oui, bien sûr. » Élodie but une gorgée de champagne tiède pour masquer son trouble. « C'est formidable. » La conversation mourut d'elle-même. Madame Castel éloigna avec un sourire poli, laissant Élodie seule avec ses pensées chaotiques. Comment était-ce possible? Dans une ville de 3000 habitants, comment avait-elle pu ne pas savoir qu'il était de retour? Grégoire connaissait forcément l'identité de l'architecte depuis des mois. Un frisson glacé lui parcourut l'échine. Il savait. Grégoire savait que Rémy Dumas était son premier amour. Comment aurait-il pu l'oublier? C'était à cause de lui qu'elle avait quitté Paris précipitamment, à 19 ans. C'était à cause de cette rupture brutale, inexpliquée, qu'elle s'était réfugiée dans les bras du jeune conseiller municipal qui était alors Grégoire. « Ma chérie ?» La voix de son mari la fit tressaillir. Il se tenait derrière elle, une main possessive posée sur sa taille. « Tu sembles distraite aujourd'hui. »« Non, tout va bien. » Elle se força à sourire. « C'est magnifique, ce projet. » L'architecte a l'air très compétent. Le regard de Grégoire se durcit imperceptiblement. « Monsieur Dumas, oui, un excellent professionnel. Il vient de s'installer à Perpignan, je crois. Perpignan, à 40 minutes de Collioure. Tu le connaissais ?» La question sortit malgré elle, d'une voix qu'elle espérait détacher. De réputation seulement. Grégoire resserra son étreinte sur sa taille. Pourquoi cette question? Simple curiosité. Mais elle mentait mal, et il le savait. Après 16 ans de mariage, Grégoire lisait en elle comme dans un livre ouvert. Cette pensée la glaça. « Je dois y aller », dit-elle précipitamment. « J'ai promis à maman de passer la voir cet après-midi. » Était faux. Sa mère était morte depuis 3 ans. Mais elle avait besoin d'air, de solitude, de temps pour digérer cette nouvelle qui bouleversait tout. D'accord. Grégoire l'embrassa sur la tempe. Ne tarde pas trop. Nous dînons chez les Pradel ce soir, tu te souviens? Bien sûr qu'elle se souvenait. Encore un dîner mondain, encore des heures à jouer la parfaite épouse de mère. Élodie traversa la place d'un pas rapide, évitant soigneusement de regarder dans la direction de Rémy. Mais au moment de tourner vers la rue du Soleil, elle ne put résister. Il était là, seul près du théâtre, rangeant ses plans dans un tube de carton. Comme s'il sentait son regard, il leva les yeux vers elle. L'espace d'une seconde, le monde s'arrêta de nouveau. Puis Élodie détourna la tête et pressa le pas. Elle marcha sans but précis dans les ruelles étroites de Collioure, ses talons claquant sur les pavés inégaux. Ses pas la menèrent naturellement vers le port, vers ce banc face à la mer où elle venait s'asseoir quand la vie devenait trop étouffante. Elle touchait à sa fin. Les derniers touristes prenaient le soleil sur la plage, mais l'animation estivale cédait déjà place à la tranquillité automnale. Élodie s'assit et contempla l'horizon, tentant de mettre de l'ordre dans ses pensées. Rémy était revenu. Après 20 ans de silence, il était là à quelques mètres de sa maison, de sa vie rangée, de son mariage de convenance. Pourquoi maintenant? Elle ferma les yeux et se laissa emporter par les souvenirs. Elle était de ses 18 ans. Les promenades nocturnes sur la plage, les baisers volés derrière l'église, les projets d'avenir murmurés sous les étoiles. Ils allaient repartir ensemble, s'installer à Paris où Rémy étudierait l'architecture et elle la littérature. Ils allaient construire une vie loin de Collioure, loin des regards et des conventions. Et puis, du jour au lendemain, plus rien, plus de lettres, plus d'appels. Rémy avait disparu sans explication, la laissant avec un cœur brisé et 1000 questions sans réponse. « Excusez-moi, Élodie !» Elle ouvrit les yeux d'un coup. Rémy se tenait devant elle, hésitant, les mains dans les poches de sa veste de lin. Son cœur s'emballa. Rémy, sa voix n'était qu'un souffle. « Je peux m'asseoir ?» Elle hocha la tête, incapable de prononcer un mot. Il prit place à l'autre bout du banc, maintenant une distance respectueuse entre eux. Le silence s'étira, lourd de 20 années de non-dit. « Tu as l'air en forme, » dit-il finalement. « Toi aussi. » Conversation de politesse, comme s'ils étaient des étrangers. « Félicitations pour ton mariage. Grégoire Moreau, c'est un homme, important ici. » Quelque chose dans sa voix la blessa, une amertume à peine perceptible.
Rémi. Elle se tourna vers lui, cherchant son regard. Pourquoi es-tu parti? La question jaillit d'elle-même, brûlante, douloureuse. 20 ans qu'elle attendait de la poser. Il baissa les yeux vers ses mains jointes. Ce n'est plus important maintenant. Si, ça l'est. Sa voix tremblait. Pour moi, ça l'est. Rémi releva la tête. Dans ses yeux noisettes, elle lut une souffrance qu'elle reconnaissait, la même que celle qui la rongeait depuis toutes ces années. J'ai reçu ta lettre, dit-il doucement. Quelle lettre? Celle où tu m'expliquais que tu avais rencontré quelqu'un d'autre, que nous étions trop jeunes, que... Je n'ai jamais écrit cette lettre. Les mots sortirent d'eux-mêmes, nets, tranchants. Rémi la dévisagea, incrédule. Comment ça? Tu n'as jamais? Je n'ai jamais écrit de lettre de rupture. Au contraire, je t'ai écrit pendant des mois sans recevoir de réponse. Le silence qui suivit fut assourdissant. Peu à peu, la vérité se dessina entre eux, terrible et libératrice à la fois. Quelqu'un avait menti, quelqu'un avait orchestré leur séparation, et Élodie savait exactement qui. « Mon Dieu !» murmura Rémi, le visage livide. « Qu'est-ce qu'on nous a fait? Une lettre signée de ta main, avec ton écriture. » Rémi fixait l'horizon, la mâchoire contractée. Ses mots tombaient comme des pierres dans le silence de l'après-midi. « C'est impossible !» murmura Élodie, mais sa voix manquait de conviction. Au fond d'elle, des fragments de souvenirs remontaient à la surface. Grégoire, cet été-là, qui traînait souvent près de chez elle. Grégoire qui lui proposait des promenades pour la consoler de l'absence de Rémi. Grégoire qui connaissait ses habitudes, ses mots, son écriture. Tu l'as encore? Non. Rémi passa une main dans ses cheveux. Je l'ai brûlé dans un accès de colère. Mais je me souviens de chaque mot. Il se tourna vers elle, et elle vit danser dans ses yeux la douleur de ce jeune homme de 19 ans qu'on avait brisé. Tu écrivais que tu avais rencontré quelqu'un de plus mature, quelqu'un qui pourrait t'offrir un avenir stable, que j'ai été un rêve d'adolescente. Chaque mot la transperçait. Elle reconnaissait la cruauté calculée de ses phrases, la façon dont elles avaient été choisies pour faire le plus mal possible. « Ce n'était pas moi », dit-elle dans un souffle. « Je sais, maintenant je sais. » Un cri de mouette déchira l'air. Sur le port, les pêcheurs rentraient avec la marée du soir, leurs filets encore humides brillant au soleil couchant. La vie continuait, indifférente au drame qui se rejouait sur ce banc. « Pourquoi es-tu revenu ?» demanda Élodie. « Le hasard. » Rémi eut un sourire amer. « Mon agence a décroché le contrat il y a 6 mois. Quand j'ai vu que C était Collioure, j'ai hésité. Puis je me suis dit que C était peut-être le moment de tourner définitivement la page. Et maintenant ?» Il la regarda longuement avant de répondre. « Maintenant, je ne sais plus rien. » Le portable d'Élodie vibra dans son sac. Un message de Grégoire. « Où es-tu? Les Pradelles nous attendent à 19h30. » La réalité la rattrapa brutalement. Sa vraie vie, son mariage, ses obligations. « Il faut que j'y aille, » dit-elle en se levant précipitamment. « Élodie, attends. » Non. Elle recula d'un pas, soudain effrayée par l'intensité de ce qu'elle ressentait. C'était une erreur, de parler, de remuer tout ça. Une erreur. La blessure dans sa voix faillit la faire flancher. « J'ai une vie maintenant, un mari, des responsabilités. Et le bonheur. » Les mots claquèrent, comme un fouet. « Tu es heureuse, Élodie ?» Elle ouvrit la bouche pour répondre oui par automatisme, mais aucun son ne sortit, parce que la vérité, c'est qu'elle ne se souvenait plus de ce que c'est était, d'être heureuse. Le dîner chez les Pradelles fut un calvaire. Élodie souriait, acquiesçait, participait aux conversations sur la prochaine saison touristique et les projets municipaux. Mais ses gestes étaient mécaniques, son esprit ailleurs, hanté par les révélations de l'après-midi. « N'est-ce pas, ma chérie ?» La voix de Grégoire la ramena au présent. Tous les convives la regardaient, attendant une réponse à une question qu'elle n'avait pas entendue. « Excuse-moi, j'y étais distraite. Je disais que tu avais l'air fatiguée ces derniers temps. Peut-être devrions-nous prendre quelques jours de vacances après l'inauguration du théâtre. Vacances. » Le mot résonna étrangement. Quand avait-il pris de vraies vacances pour la dernière fois? Des vacances où ils se parlèrent d'autre chose que de politique, de événements mondains, de stratégies électorales? Ce serait agréable, répondit-elle machinalement. Christophe Pradelle, le notaire de la ville, leva son verre de Bordeaux. À propos du théâtre, bravo pour le choix de l'architecte, Grégoire. Rémi Dumas a une excellente réputation. Élodie sentit sa gorge se serrer. « Tu le connaissais avant ?» demanda Sylvie Pradelle avec curiosité. « De réputation seulement, » répondit Grégoire sans ciller. Mais ses références parlaient pour lui. Mensonge. Élodie en était maintenant certaine. Grégoire savait exactement qui était Rémi Dumas.
Et il l'avait fait venir délibérément. Mais pourquoi? Il paraît qu'il est célibataire, glissa Madame Bertrand, elle, épouse du pharmacien, avec cet air gourmand qu'elle prenait pour les potins. Un homme comme ça, à 40 ans, il doit avoir une histoire. Les histoires du passé, c'est justement le passé, coupa Grégoire avec une fermeté qui surprit tout le monde. Le silence qui suivit fut gênant. Élodie fixait son assiette, le cœur battant. Elle sentait le regard de son mari sur elle, scrutateur, possessif. Il savait qu'elle savait. Le jeu venait de changer. Sur le chemin du retour, ils marchèrent en silence dans les rues désertes de Collioure. Leurs pas résonnaient sur les pavés, ponctués par le murmure lointain des vagues. « Tu es bien silencieuse ce soir », dit finalement Grégoire. « Je réfléchis. À quoi ?» Elle s'arrêta devant leur maison, la clé à la main, et se tourna vers lui. Dans la lumière du réverbère, son visage avait quelque chose de dur, de calculateur, qu'elle n'avait jamais remarqué, ou qu'elle avait choisi de ne pas voir. « À nous !» dit-elle simplement. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» 16 ans de mariage, Grégoire. 16 ans que nous vivons côte à côte sans vraiment nous voir, sans nous parler, sans nous aimer. Les mots étaient sortis d'eux-mêmes, libérant une vérité qu'elle étouffait depuis des années. Le visage de Grégoire se durcit. « Tu dis n'importe quoi. Tu es fatigué. » Non. Pour la première fois depuis des années, sa voix était ferme, déterminée. « Je ne suis pas fatigué. Je suis lucide. Élodie, dis-moi la vérité. » Elle fit un pas vers lui. « Pourquoi as-tu choisi Rémi Dumas pour restaurer le théâtre ?» La question flotta entre eux comme une épée de Damoclès. Grégoire la dévisagea longuement, puis un sourire froid étira ses lèvres. « Parce que je voulais que tu vois ce que tu avais perdu et ce que tu as gagné en m'épousant. La gifle aurait été moins douloureuse. Tu es malade. Je suis un homme qui protège ce qui lui appartient. » Sa voix était devenue glaciale. « Et tu m'appartiens, Élodie. Tu l'as oublié ?» Elle recula, soudain effrayée par cet homme qu'elle ne reconnaissait plus. « Je ne t'appartiens pas. Nous verrons bien. » Il ouvrit la porte de leur maison et disparut à l'intérieur, la laissant seule sur le seuil. Pour la première fois en 16 ans, Élodie ne le suivit pas immédiatement. Elle resta là, tremblante, comprenant enfin qu'elle venait de déclarer une guerre dont elle ignorait encore l'issue. Elle ne dormit pas cette nuit-là. Allongée dans leur lit conjugal, Élodie fixait le plafond en écoutant la respiration régulière de Grégoire à ses côtés. Comment avait-elle pu partager ce lit pendant 16 ans sans voir l'homme qui dormait près d'elle, sans comprendre la nature de sa possession, de son contrôle silencieux? Les mots de la veille résonnaient dans sa tête. « Tu m'appartiens, Élodie. » À 6 heures du matin, elle se leva sans bruit et descendit préparer le café. Ses gestes étaient automatiques. Moudre les grains, verser l'eau, attendre que la machine s'anime. Mais son esprit bouillonnait. 20 ans. 20 ans qu'elle vivait dans un mensonge orchestré par l'homme qu'elle avait épousé. « Tu es matinale aujourd'hui. » La voix de Grégoire la fit sursauter. Il se tenait dans l'encadrement de la porte, déjà habillé pour la journée, impeccable comme toujours. Je n'arrivais pas à dormir. Les émotions d'hier, sans doute. Il s'approcha et déposa un baiser sur sa tempe, geste machinal de propriétaire. J'ai réfléchi à notre conversation. Tu as raison, nous devrions peut-être partir quelques jours, loin d'ici, loin de Rémi, voulait-il dire. Je ne peux pas partir maintenant, répondit-elle en lui tendant sa tasse. J'ai promis d'aider Madame Vernet avec la braderie de L école. C était faux, mais elle avait besoin de temps, de réfléchir, de comprendre. Le regard de Grégoire se fit plus perçant. Depuis quand t'intéresses-tu aux braderies des écoles? Depuis toujours. Tu ne remarques simplement pas. La phrase claqua entre eux comme un reproche. Grégoire posa sa tasse plus fort que nécessaire. Fais attention à ce que tu dis, Élodie, et à ce que tu fais. La menace était à peine voilée. Elle le regarda partir vers la mairie, sa silhouette droite et autoritaire disparaissant dans la rue matinale. À 10 heures, Élodie poussa la porte du petit café de Madame Rousseau face au port. Elle avait besoin de sortir de la maison, de ces murs qui l'étouffaient soudain. « Bonjour Élodie !» La patronne, une femme ronde aux joues roses, l'accueillit avec chaleur. « Un café au lait comme d'habitude ? S'il vous plaît. » Le café était presque vide à cette heure. Quelques habitués lisaient le journal local. 2 touristes attardés consultaient leurs cartes. Élodie choisit une table près de la fenêtre et contempla le va-et-vient du port. « Excusez-moi. Cette place est libre ?» Son cœur fit un bond. Rémi se tenait devant sa table, une tasse fumante à la main, l'air hésitant. Oui, il s'assit face à elle. Maintenant cette distance respectueuse qu'elle avait remarquée la veille, mais ses yeux ne la quittaient pas. « J'ai mal dormi, dit-il simplement. Moi aussi. Élodie, ce qui s'est passé hier, cette conversation, ne change rien, l'interrompit.
Ça ne peut rien changer. Pourquoi? La question était simple, mais la réponse si complexe. Comment expliquer 16 années de renoncement? Comment dire qu'elle avait oublié qui elle était sous le poids des conventions? Parce que j'ai 40 ans, parce que j'ai une vie, même si elle ne me ressemble pas, parce que tu as peur. Les mots tombèrent avec une justesse qui la blessa. Je n'ai pas peur. Si. Rémi se pencha légèrement vers elle. Tu as peur de ce que tu ressens. Comme moi j'ai peur de ce que je ressens depuis que je t'ai revu. Le silence étira entre eux, lourd de vérités inavouées. Tu es mariée, reprit-il doucement. Je respecte ça, mais dis-moi au moins, dis-moi que tu es heureuse avec lui. Élodie ouvrit la bouche pour mentir, comme elle l'avait fait pendant des années. Mais face à ses yeux noisettes qui la connaissaient mieux que personne, les mots refusèrent de sortir. « Je ne peux pas », murmura-t-elle. « T'adhères que tu es heureuse ?» Te mentir, plus maintenant. L'aveu flotta entre eux comme une plume au vent, fragile et dangereux à la fois. « Élodie, il faut que j'y aille. » Elle se leva précipitamment, mais Rémi la retint doucement par le poignet. « Le théâtre. Demain après-midi, si tu veux voir les travaux. » Elle ne répondit pas, mais ne dégagea pas son bras non plus. Le contact de ses doigts sur sa peau réveillait des sensations qu'elle croyait mortes. « Je ne viendrai pas, » dit-elle finalement. « Je sais. » Il la relâcha avec un sourire triste. « Mais j'y serai quand même, au cas où. » L'après-midi passa dans un brouillard d'obligations sociales. Visite à Madame Dupont, l'ancienne institutrice qui réclamait l'attention depuis que son mari était mort. Courses au marché où chaque commerçant voulait discuter du nouveau théâtre. Sourire, politesse. Cette vie de surface qu'elle maîtrisait à la perfection. Mais sous le vernis, quelque chose bouillonnait. À 16 heures, elle se retrouva devant le théâtre sans s'en rendre compte. Ses pas l'avaient menée là, malgré elle, attirée par une force qu'elle ne contrôlait plus. La façade de pierre blonde était en partie couverte d'échafaudage. Par la porte entr'ouverte, elle entendait le bruit des outils, les voix des ouvriers. Et la voix de Rémi, donnant des instructions avec cette autorité douce qu'elle reconnaissait. Elle allait partir quand il apparut sur le seuil, une radio à la main. Leurs regards se croisèrent. « Tu es venu » dit-il simplement. « Je passais. » Bien sûr. Il y avait de l'ironie dans sa voix, mais aussi de la tendresse, ce mélange qui lui avait tant manqué. « Tu veux voir ?» Elle hésita, consciente qu'entrer dans ce théâtre avec lui serait franchir une ligne invisible. Juste quelques minutes. Il sourit, et l'espace d'un instant, elle retrouva le garçon de 20 ans qui lui promettait la lune. À l'intérieur, les ouvriers rangèrent leurs outils. La journée de travail se terminait. Bientôt, ils seraient seuls. « C'est magnifique !» murmura Élodie en contemplant la salle en cours de restauration. Les sièges de velours rouge avaient retrouvé leur éclat d'origine. Les dorures du plafond scintillaient sous les projecteurs de chantier. Mais était la scène qui captivait son regard. Cette scène où elle avait joué Ophélie à 16 ans, dans une production lycéenne. « Tu te souviens ?» dit Rémi derrière elle. « Comment oublier ?» Elle s'avança vers la scène, touchée par la nostalgie. Combien de rêves avaient pris forme ici? Combien d'espoirs s'étaient envolés? Tu étais magnifique ce soir-là. J était terrifié. Tu ne le montrais pas. Il s'approcha, et soudain l'air entre eux devint électrique. Élodie, ne dis rien. Mais il était trop tard. Les mots étaient dans ses yeux, dans la façon dont il la regardait, et elle sentait sa résolution s'effriter. C'est alors qu'une voix glaciale résonna dans le théâtre. Comme c'est touchant. Ils se retournèrent d'un bond. Grégoire se tenait dans l'entrée, son ombre portée par les projecteurs lui donnant des allures de prédateur. « Grégoire, ce n'est pas ce que tu crois. Vraiment ?» Il s'avança lentement, savourant leur gêne. « Et que dois-je croire, ma chérie ?» Rémi fit un pas en avant, protecteur. « Monsieur le maire, nous visitions simplement. Vous, visitation. » Grégoire eut un sourire mauvais. « Que c'est charmant. » Il était maintenant assez proche pour que Élodie voie la colère froide dans ses yeux. « Rentre à la maison, Élodie. Nous avons à parler. » Maintenant, l'ordre claqua comme un fouet. Élodie regarda Rémi, puis son mari, prisonnière entre deux mondes. « Vas-y, » murmura Rémi. « Tout va bien. » Mais rien n'allait bien. Et en suivant Grégoire vers la sortie, Élodie comprit qu'elle venait de signer sa condamnation. Le trajet jusqu'à la maison se fit dans un silence de mort. Grégoire marchait devant, raide et implacable. Élodie le suivait à quelques pas, consciente des regards curieux des habitants qu'il croisait. Dans une ville comme Collioure, les disputes conjugales ne passaient jamais inaperçues. Une fois dans leur salon, la porte refermée sur eux, Grégoire se retourna enfin. « 16 ans, ok, dit-il d'une voix dangereusement calme. « Oui, 6 ans que je t'offre une vie dorée, que je fais de toi la femme la plus respectée de cette ville,
Et voilà comment tu me remercies. Je n'ai rien fait de mal. Rien fait de mal. Il eut un rire sans joie. Tu étais dans les bras de ton ancien amant. Il ne m'a pas touché, parce que je suis arrivé à temps. La rage froide dans sa voix la fit reculer. Elle ne reconnaissait plus l'homme qu'elle avait épousé. Ou peut-être le voyait-elle enfin tel qu'il était vraiment. « Assieds-toi » ordonna-t-il en désignant le canapé. « Grégoire, assieds-toi » Le cri la fit sursauter. Elle obéit, les jambes tremblantes. Grégoire se mit à faire les 100 pas devant elle, comme un avocat face à un accusé. « Tu crois que je ne t'ai pas vu? Ces derniers jours, tu es différente. Tu rêves, tu souris, tu revis à cause de lui. » Il s'arrêta net et la fixa intensément. « Dis-moi que je me trompe. Dis-moi que Rémy Dumas ne signifie rien pour toi. » Élodie ouvrit la bouche, prête à mentir une fois de plus. Mais les mots refusèrent de sortir. Comment nier elle évidence? Comment cacher ce qui brillait dans ses yeux depuis 3 jours? C'est compliqué. Compliqué? Grégoire s'agenouilla devant elle, saisissant ses mains dans une étreinte qui se voulait tendre mais qui serrait trop fort. « Il n'y a rien de compliqué, ma chérie. Tu es ma femme. Point final. Grégoire, tu me fais mal. » Il relâcha sa prise mais ne recula pas. « Tu veux que je te raconte une histoire ?» Sa voix avait pris un ton faussement désinvolte. L'histoire d'un jeune conseiller municipal qui était follement amoureux d'une fille de 18 ans. Une fille éblouissante, intelligente, pleine de rêves, mais malheureusement éprise d'un petit architecte sans avenir. Le sang d'Élodie se glaça. Qu'est-ce que ce garçon pouvait faire? Attendre qu'elle se lasse? Espérer qu'elle ouvre les yeux? Non. Grégoire caressa doucement sa joue, geste obscène dans ce contexte. Il a pris les choses en main, quelques lettres interceptées, quelques mensonges bien placés, et la voilà libre, disponible, brisée, certes, mais brisée entre ses bras à lui. Mon Dieu. Élodie se leva d'un bond, écœurée. Tu es malade. Je suis un homme qui sait ce qu'il veut. Et je t'ai voulu dès la première fois où je t'ai vu, sur cette place où tu vendais des fleurs pour financer ton voyage à Paris. Tu te souviens? Tu portais une robe jaune. Tu riais avec tes amis. Tu étais parfaite. Les souvenirs affluaient, terrifiants de précision. Grégoire était partout cet été-là, aux mêmes endroits qu'elle, aux mêmes événements. Elle avait cru au hasard. Il n'y a jamais eu de hasard, n'est-ce pas? Le hasard, c'est pour les faibles. Il s'approcha de nouveau, prédateur. J'ai construit notre histoire morceau par morceau, patiemment, intelligemment, en détruisant la mienne avec Rémy, en t'offrant mieux. Il éleva la voix pour la première fois. Regarde autour de toi. Cette maison, cette position sociale, ce respect, qu'est-ce qu'il t'aurait donné, lui? Une vie d'artiste famélique, des fins de mois difficiles, l'anonymat. Il m'aurait donné l'amour. Le mot résonna dans la pièce comme une gifle. Grégoire blêmit. L'amour. Il prononça le mot avec dégoût. Tu crois encore aux contes de fées à 40 ans? Je crois au bonheur, à la vérité, à la possibilité d'être soi-même avec quelqu'un. Et tu penses l'avoir perdu en m'épousant? Pour la première fois depuis le début de cette confrontation, Élodie se redressa de toute sa hauteur. La peur laissait place à une colère froide, purificatrice. « Je le sais. » Et le silence qui suivit fut assourdissant. « Très bien, » dit finalement Grégoire, redevenu maître de lui. « Puisque tu veux jouer à ce jeu-là, parlons franchement. » Il alla s'asseoir dans son fauteuil de cuir, croisa les jambes, retrouvant son apparence d'homme politique calculateur. « Tu veux divorcer? Parfait, mais sache que je ne te faciliterai rien. Mes avocats sont excellents. Tu n'auras rien, ni cette maison, ni pension, ni même un centime de mes comptes. Tu repartiras avec tes vêtements. Point final. L'argent ne m'intéresse pas. Vraiment? Et comment comptes-tu vivre? Tu n'as jamais travaillé. Pas de formation professionnelle, pas d'expérience. Qui voudra d'une femme de 40 ans sans qualification? Chaque mot était une lame, calculée pour faire mal. Et ton cher Rémy, continua-t-il avec un sourire venimeux, tu crois qu'il va t'épouser? Un homme qui t'a abandonné une fois ne recommencera-t-il pas? Simplement, il ne m'a pas abandonné. Prouve-le. Le défi flotta entre eux. Grégoire savait qu'elle n'avait aucune preuve de la manipulation des lettres, aucun moyen de démontrer sa version des faits. Mais il y a pire, reprit-il avec une satisfaction cruelle. Si tu me quittes, si tu fais scandale, je m'arrangerai pour que personne à Collioure ne veuille plus entendre parler de toi, ou de lui. Son contrat pour le théâtre, résilié. Sa réputation, détruite. Je peux détruire sa carrière d'un coup de téléphone. La menace était claire, implacable. Élodie sentit le piège se refermer sur elle. Tu n'oserais pas. Essaie, pour voir. Il se leva, lissa sa veste, redevenu le maire respectable qu'il paraissait être.
Je sors dîner avec les élus départementaux. Quand je reviendrai, j'espère que tu auras retrouvé tes esprits. » Il s'arrêta sur le seuil, se retourna une dernière fois. « Au fait, ma chérie, j'ai une surprise pour toi. Demain, nous partons en voyage. 2 semaines en Provence. Loin des tentations. » La porte se referma sur lui, laissant Élodie seule dans ce salon qui lui parut soudain une prison. Elle s'effondra sur le canapé, les larmes jaillissant enfin. 16 ans. 16 ans de sa vie volés par cet homme qu'elle avait cru aimer. 16 ans de mensonges, de manipulations, de contrôle. Mais au milieu de ce désespoir, une petite flamme refusait de s'éteindre. Car pour la première fois en 16 ans, elle savait qui elle était vraiment. Et elle ne laisserait personne l'étouffer de nouveau. Cette nuit-là, Élodie ne monta pas se coucher. Elle resta dans le salon, recroquevillée sur le canapé, ressassant chaque mot de Grégoire, chaque révélation qui avait fait voler en éclats sa vie d'apparence. Les heures égrenaient lentement, ponctuées par le tic-tac de l'horloge murale et le murmure lointain de la mer. À 3 heures du matin, elle entendit la clé dans la serrure. Grégoire rentra sans faire de bruit, probablement persuadé qu'elle dormait. Ses pas résonnèrent dans l'escalier, puis ce fut le silence. Élodie attendit encore 1 heure avant de bouger. Pieds nus, elle monta à l'étage et se glissa dans le bureau de son mari. Elle n'y venait jamais. C était son sanctuaire, interdit aux intrusions féminines. Mais cette nuit, plus rien ne l'arrêterait. D'abord, elle ne trouva rien d'intéressant. Des dossiers municipaux, des factures, de la correspondance officielle. Puis ses doigts rencontrèrent une clé scotchée sous un tiroir. Une clé qui ouvrait un petit meuble fermé près de la fenêtre. À l'intérieur, une boîte métallique. Son cœur s'emballa quand elle l'ouvrit. Des photos, dizaines de photos d'elle, prises à son insu au fil des années. Élodie au marché, riant avec Madame Rousseau. Élodie sortant de chez le coiffeur. Élodie dans leur jardin, arrosant ses roses. Certaines dataient visiblement d'avant leur mariage. Elle reconnaissait la robe jaune dont Grégoire avait parlé. Mais ce ne fut pas le plus troublant. Au fond de la boîte, une enveloppe jaunie. À l'intérieur, des lettres. Ces lettres à Rémi, celles qu'elle avait écrites après son départ mystérieux. Toutes interceptées, jamais envoyées. « Mon Rémi, chéri, pourquoi ce silence? J'ai besoin de comprendre. 3 semaines sans nouvelles. Je t'en prie, dis-moi ce qui s'est passé. Si tu ne m'aimes plus, au moins aie le courage de me l'écrire. » Chaque ligne lui brisait le cœur. Cette jeune fille éplorée, cette douleur brute, Grégoire avait tout gardé comme des trophées. Mais le pire restait à venir. Tout au fond, une feuille de papier pliée. Quand elle la déplia, elle reconnut sa propre écriture. La fameuse lettre de rupture que Rémi avait reçue. Une contrefaçon parfaite de son écriture, fruit d'heures d'entraînement. Et en marge, des notes au crayon de Grégoire, plus dures sur l'immaturité. Insister sur l'avenir, la faire souffrir davantage. La nausée la submergea. Mais ce N n'était pas fini. Sur une feuille séparée, une liste de noms avec des numéros de téléphone. Des employeurs potentiels de Rémi, barrés un à un. En face de chaque nom, une annotation. Prévenu, ne pas embaucher, dissuadé, contrat annulé. Grégoire n'avait pas seulement brisé leur histoire d'amour, il avait saboté la carrière naissante de Rémi, l'obligeant à quitter la région. « Mon Dieu !» murmura Élodie. « Instructif, n'est-ce pas ?» Elle sursauta violemment. Grégoire se tenait dans l'encadrement de la porte, en pyjama, les bras croisés. Son visage exprimait plus de la satisfaction que de la colère. « Tu m'espionnais. Cette maison est la mienne, tout comme tu es mienne. Je surveille ce qui m'appartient. » Il s'avança calmement, sans se presser. Élodie serrait convulsivement les lettres contre sa poitrine. « Rends-moi ça, » dit-il en tendant la main. « Non, Élodie, non !» Elle recula vers la fenêtre. « Comment as-tu pu? Comment as-tu pu détruire sa vie, notre vie, avec autant de sadisme? Je n'ai rien détruit, j'ai construit. Notre mariage, ma carrière, ton statut social, tout ce que tu as aujourd'hui, tu me le dois. Je ne te dois rien. Tu as tout volé. J'ai pris ce qui me revenait de droit. » La froideur de sa réponse la glaça. Il était sincère. Dans son esprit tordu, il était dans son bon droit. « Tu es fou, complètement fou. Je suis efficace. » Il fit un pas de plus. « Et maintenant, tu vas me rendre ces papiers et nous allons oublier cette petite crise. Demain, nous partons en voyage comme prévu. Dans 15 jours, tu auras retrouvé tes esprits. Jamais. Si, parce que sinon, mon premier coup de téléphone sera pour faire résilier le contrat de Rémi. Mon deuxième sera pour mes avocats. Et dans 6 mois, tu te retrouveras à la rue sans un sou, pendant que ton cher architecte cherchera du travail comme manœuvre.
Tu ne peux pas. Bien sûr que si. J'ai des relations, de l'influence. Tu n'as rien. Shahid était maintenant assez proche pour voir les larmes dans ses yeux. Sa voix se fit plus douce, manipulatrice. Élodie, ma chérie, pourquoi tout compliquer? Nous avons eu une bonne vie ensemble. Pas passionnée, peut-être, mais stable, respectable. Beaucoup de femmes rêveraient d'être à ta place. Alors va les épouser. Je ne veux pas les autres. Je te veux, toi. Sa main effleura sa joue. Depuis le premier jour, tu es mon chef de œuvre, Élodie. Ma création. Le contact de ses doigts sur sa peau lui donna envie de vomir. Ne me touche pas. Je suis ton mari. J'ai tous les droits. Non. Sa voix se raffermit soudain. Tu n'as plus aucun droit sur moi. Elle se dirigea vers la porte, les lettres toujours serrées contre elle. Où vas-tu? Loin de toi. Élodie. Il la rattrapa par le bras, la serrant assez fort pour laisser des marques. Tu ne partiras pas. Tu m'entends? Tu ne partiras pas. Pour la première fois de sa vie d'adulte, Élodie eut peur physiquement de son mari. Il y avait quelque chose de sauvage dans ses yeux, une possessivité qui confinait à la folie. Lâche-moi. Pas avant que tu me promettes de rester, de redevenir la femme que j'ai épousée. Cette femme n'a jamais existé. Tu l'as inventée. La gifle claqua dans le silence de la nuit. Élodie porta la main à sa joue, incrédule. En 16 ans de mariage, il ne l'avait jamais frappée. « Excuse-moi, dit-il immédiatement, l'air sincèrement choqué par son propre geste. Excuse-moi, ma chérie, je ne voulais pas, mais il était trop tard. La gifle avait réveillé quelque chose en elle. Une colère pure, incandescente, une force qu'elle ne se connaissait pas. Ne t'avise plus jamais de me toucher. » Sa voix était si froide, si déterminée, que Grégoire recula instinctivement. « Élodie, j'ai passé 16 ans de ma vie à être ton fantôme. 16 ans à jouer un rôle que tu avais écrit pour moi. Mais c'est fini. » Elle se dirigea vers leur chambre, Grégoire sur ses talons. « Qu'est-ce que tu fais ?» Sans répondre, elle sortit une valise du placard et commença à y jeter ses vêtements. « Tu ne peux pas partir. Pense au scandale. Pense à ma carrière. Ta carrière. » Elle se retourna vers lui, les yeux brillants de larmes et de rage. « Tu t'inquiètes de ta carrière? C'est notre vie, notre statut. Non, c'est ta vie, moi. Je n'ai jamais eu le droit d'en avoir une. » Elle referma la valise d'un geste sec. « Mais maintenant, je la reprends. Élodie, je t'interdis. Tu ne m'interdis plus rien. » Elle passa devant lui, descendit l'escalier, attrapa ses clés de voiture sur la console de l'entrée. « Où vas-tu aller » cria-t-il du haut des marches. « Tu n'as personne. Nulle part où aller. » Elle s'arrêta sur le seuil, se retourna une dernière fois. « Je trouverai. Pour la première fois de ma vie, je ferai mes propres choix. Et Rémi, tu crois qu'il voudra de toi? Une femme de 40 ans, sans argent, sans avenir? Je ne pars pas pour Rémi, je pars pour moi. » La vérité de ces mots la surprit elle-même. « Si tu franchis cette porte, tu ne remettras plus jamais les pieds ici, » hurla Grégoire. Élodie sourit pour la première fois depuis des jours. C'est bien l'intention. Elle sortit dans la nuit de Collioure, respirant enfin l'air de la liberté. Élodie roula sans destination précise dans les rues désertes de Collioure, 4 heures du matin. La ville dormait paisiblement, ignorant le drame qui venait de se jouer dans la maison du maire. Ses mains tremblaient encore sur le volant, l'adrénaline de la confrontation refusant de retomber. Elle s'arrêta sur le parking face à la plage. La mer s'étendait devant elle, noire et infinie sous le ciel étoilé. Pour la première fois depuis des années, elle se sentait vivante, terrifiée, mais vivante. Son portable vibra. Un message de Grégoire. « Reviens, nous pouvons arranger les choses. » Elle éteignit l'appareil sans répondre. Où aller? Elle n'avait pas d'amis proches. Grégoire SS était toujours arrangé pour l'isoler subtilement. Pas de famille non plus. Ses parents étaient morts. Sa sœur vivait au Canada depuis 15 ans. L'hôtel Les Templiers était fermé pour la saison. Le petit hôtel de bord de mer aussi. Il ne restait que la pension de Madame Blanchet, Simone Blanchet, 80 ans. Ancienne institutrice qui louait encore 2 chambres dans sa grande maison près du cimetière. Une femme discrète, bienveillante, qui ne poserait pas de questions indiscrètes. Élodie redémarra et se dirigea vers la rue des Palmiers. « Ma petite Élodie, mais qu'est-ce qui vous arrive ?» Madame Blanchet, en robe de chambre fleurie, contemplait avec inquiétude cette femme défaite qui frappait à sa porte au petit matin. « J'aurais besoin d'une chambre, s'il vous plaît, juste quelques jours. »« Bien sûr, ma chérie. Entrez donc. » La vieille dame ne posa aucune question, se contentant d'observer discrètement la joue encore rouge d'Élodie, sa valise précipitamment bouclée, ses mains qui tremblaient. « La chambre bleue est libre. Montez vous reposer. Nous parlerons demain si vous en avez envie. »« Merci, » murmura Élodie,
la gorge serrée par tant de simplicité humaine. La chambre était petite, modeste, avec un lit de fer et un crucifix au-dessus de la commode. Mais elle était propre, silencieuse, et surtout libre. Aucune trace de Grégoire, aucun souvenir de cette vie de mensonge. Élodie s'effondra sur le lit et pleura enfin. 16 ans de larmes retenues jaillirent d'un coup. Elle pleura sur sa jeunesse volée, sur l'amour perdu, sur toutes ces années où elle avait vécu comme un fantôme. Mais au milieu de ces sanglots, quelque chose d'inédit naissait, l'espoir. Le lendemain matin, Madame Blanchet l'accueillit avec un café au lait et des tartines beurrées. « Vous avez meilleure mine, ma petite. Merci pour hier soir et pour ne rien demander. À mon âge, on a appris que chacun porte ses fardeaux et qu'il faut parfois du courage pour les poser. » La sagesse de cette femme simple toucha Élodie plus que tous les discours de psychologues. « Madame Blanchet, est-ce que je peux rester quelques jours de plus? Le temps de voir plus clair. Restez le temps qu'il faudra, ma chérie. Cette maison a besoin de rires et de larmes. Elle s'ennuie avec moi toute seule. » Vers midi, Élodie se décida à sortir. Elle ne pouvait pas se cacher éternellement. Il fallait affronter les regards, les questions, les rumeurs qui commençaient sans doute déjà à circuler. Elle marcha jusqu'au centre-ville, la tête haute malgré son cœur qui battait la chamade. Effectivement, les murmures se turent sur son passage. Madame Castel détourna les yeux avec gêne. Le boulanger la servit avec une politesse exagérée. Collioure savait. En sortant de la boulangerie, elle tomba nez à nez avec Brigitte Lavigne, l'aile épouse du député. La femme la toisa de la tête aux pieds avec une satisfaction mal dissimulée. « Ma chère Élodie, on me dit que vous avez quitté le domicile conjugal ?» Le ton faussement compatissant ne trompait personne. « En effet, » répondit Élodie simplement. « Oh là là, et moi qui pensais que vous formiez le couple parfait. Mais enfin, il y a sûrement une explication. Un malentendu? Non, aucun malentendu. » L'assurance des Élodie déstabilisa visiblement Brigitte, qui s'attendait à des justifications, des excuses. « Vous comptez revenir? Grégoire doit être dans tous ses états. Grégoire ira très bien, il s'adapte toujours. » Sur ces mots, Élodie éloigna, laissant Brigitte bouche bée. L'après-midi, n'y tenant plus, elle se dirigea vers le théâtre. Le chantier était silencieux. Pas d'ouvriers, pas de bruit d'outils. Étrange pour un jour de semaine. Elle poussa la porte entr'ouverte. « Il y a quelqu'un » Rémi apparut du fond de la salle, 1 mètre à la main. En la voyant, son visage s'illumina puis s'assombrit en remarquant sa pâleur, la marque sur sa joue. « Élodie, qu'est-ce qui s'est passé ?»« Tout. Il s'est passé tout. » Elle s'avança vers lui, troublée de constater à quel point sa présence l'apaisait. « Les ouvriers ?» Grégoire a suspendu les travaux ce matin, officiellement pour révision du budget. Son regard se durcit. Officieusement, je pense qu'il veut me faire comprendre qui commande ici. « Ah, mon Dieu, à cause de moi. Non !» Il posa doucement ses mains sur ses épaules. « À cause de lui, de sa folie. Rémi, il faut que tu saches. J'ai trouvé les lettres, toutes mes lettres que tu n'as jamais reçues, et d'autres choses encore. » Elle lui raconta tout, les photos, les sabotages de carrière, la manipulation systématique. Rémi, elle, écouta en silence, son visage exprimant tour à tour la colère, la tristesse, l'incrédulité. « 20 ans, murmura-t-il quand elle eut fini. 20 ans de nos vies volées par cet homme. Je suis désolé, pour toi, pour ta carrière, pour... » Chut! Il posa un doigt sur ses lèvres. « Tu n'as pas à t'excuser, tu es une victime autant que moi. J'ai quitté la maison, cette nuit. Où es-tu? Chez Madame Blanchet, pour le moment. » Rémi hocha la tête, pensif. « Élodie, je ne veux pas que tu croies que je profite de la situation. Ce qui arrive entre toi et Grégoire n'a rien à voir avec toi, » termina-t-elle. « Je sais, j'ai quitté Grégoire pour moi, pour redevenir moi-même. Et nous ?» Sa voix était hésitante. « Qu'est-ce que ça signifie pour nous ?» La question flotta entre eux, lourde d'espoir et de peur mêlée. « Je ne sais pas, » répondit-elle honnêtement. « Je ne sais plus rien, sauf que quand je te regarde, j'ai l'impression de me retrouver. Moi aussi. » Ils se rapprochèrent lentement, comme 2 aimants irrésistiblement attirés. Mais au moment où leurs lèvres allèrent se toucher, Élodie écarta. « Pas maintenant, pas comme ça. J'ai besoin de temps pour guérir, pour redevenir entière. Je comprends. » Rémi sourit avec une tendresse infinie. « J'ai attendu 20 ans, je peux attendre encore. Et ton travail, le théâtre? Je trouverai une solution. Je ne partirai pas cette fois, Élodie. Quoi qu'il fasse,
Je ne partirai plus. La promesse résonna dans la salle vide comme un serment. C'est alors qu'une voix glaciale éleva derrière eux, comme c'est touchant, une vraie scène de mélodrame. Grégoire se tenait dans l'entrée, impeccable dans son costume sombre, mais ses yeux brillaient d'une lueur dangereuse. « J'aurais dû m'en douter. À peine sorti de notre lit, que tu accours vers ton amant. »« Grégoire, » commença Élodie, « tais-toi. » Le cri résonna dans toute la salle. « Tu as assez parlé, assez menti. » Il s'avança vers eux, les poings serrés. « Et toi ?» dit-il en fixant Rémi. « Tu crois vraiment que je vais te laisser détruire ce que j'ai mis 20 ans à construire ?» L'orage approchait. Et cette fois, Élodie sentait qu'il ne se contenterait plus de mots. « Grégoire, calme-toi. » Rémi était placé instinctivement devant Élodie, mais sa voix restait posée, maîtrisée. « Me calmer ?» Grégoire eut un rire hystérique. « Me calmer alors que ma femme me trompe publiquement? Alors que toute la ville ricane déjà dans mon dos? Je ne te trompe pas, » dit Élodie en s'avançant. « Pour te tromper, il faudrait qu'il y ait encore quelque chose entre nous. » La phrase fit l'effet d'une gifle. Le visage de Grégoire se contracta de rage. « Il y a notre mariage, nos serments, 16 ans de vie commune. 16 ans de mensonges, tu veux dire. Les mensonges. » Il se mit à faire les 100 pas dans la salle, comme un fauve en cage. « Tu veux parler de mensonges? Parlons-en. Toi qui prétends m'avoir aimé, toi qui as joué la parfaite épouse pendant toutes ces années, tu n'étais qu'une comédienne. J'ai essayé de t'aimer, » répondit Élodie avec une sincérité douloureuse. « J'ai vraiment essayé. Mais comment aimer quelqu'un qui vous vole votre identité, qui vous transforme en marionnette? Je t'ai offert une belle vie. Tu m'as offert ta vie, jamais la mienne. » Grégoire s'arrêta net, pointant un doigt accusateur vers Rémi. « Et lui, il t'offre quoi? Un avenir d'artiste bohème? Des fins de mois difficiles? L'anonymat? Il m'offre le choix, » dit simplement Élodie. « Le choix d'être moi-même, avec un homme qui t'a abandonné une fois, un homme que tu as éloigné de moi. » La colère montait en elle. « Un homme dont tu as saboté la carrière, dont tu as détruit les chances. Parce qu'il ne te méritait pas. » Le cri résonna dans toute la salle. Grégoire tremblait de fureur, toute son apparence de notable respectable envolée. « Personne ne te mérite mieux que moi. Personne ne t'aimera jamais autant que moi. Ce n'est pas de l'amour. » Élodie s'avança vers lui sans peur pour la première fois. « C'est de la possession, de l'obsession. Tu es malade, Grégoire. »« Malade ?» Il eut un sourire terrifiant. « Peut-être, mais malade de toi. » « Et si je ne peux pas t'avoir ?» Il ne termina pas sa phrase. Mais la menace était claire. Rémi fit un pas en avant. « Ça suffit maintenant. Élodie a fait son choix. Respecte-le. » Son choix. Grégoire se tourna vers lui, les yeux injectés de sang. « Et le mien, il compte pourquoi? 20 ans que je la protège, que je la chéris, que je construis notre vie. Et vous arrivez, vous, avec vos grands airs d'artiste romantique, et vous détruisez tout. »« Et c'est vous qui avez tout détruit, » répliqua Rémi calmement. « Il y a 20 ans, en nous séparant, en mentant, en manipulant, j'ai sauvé Élodie d'une erreur de jeunesse. Vous lui avez volé sa vie. Je lui ai donné une vie. » La tension était à son comble. Élodie sentait que la situation allait exploser. « Arrêtez !» cria-t-elle. « Ça suffit tous les deux. » Mais Grégoire ne l'écoutait plus. Il fouillait dans sa veste et en sortit quelque chose qui fit se glacer le sang d'Élodie. « Mon Dieu, Grégoire, qu'est-ce que tu fais? Ce que j'aurais dû faire il y a 20 ans. » Il tenait un revolver, petit, discret, mais bien réel. « Grégoire, pose ça, » dit Rémi d'une voix qu'il voulait apaisante. « Non. » Les mains de Grégoire tremblaient, mais sa voix était étrangement calme. « Tu m'as pris ma femme. Maintenant tu vas payer. » « Ça, ce n'était pas ta femme. » Rémi ne reculait pas. « Elle ne l'a jamais été vraiment, tu l'as forcée. Ferme-la !» Le cri déchira l'air. Grégoire leva l'arme, la pointant vers Rémi. « Grégoire, non !» Élodie se jeta entre eux. « Je t'en prie, écarte-toi, Élodie. »« Non, si tu veux le tuer, il faudra d'abord me tuer moi. » Pour la première fois depuis le début de cette confrontation, Grégoire hésita. L'arme tremblait dans ses mains. « Tu ne peux pas choisir cet homme plutôt que moi. » Si, sa voix était ferme, déterminée. « Je le choisis et je me choisis, mais je t'aime? Non, tu m'aimes comme on aime un objet précieux, comme on aime une possession. Ce n'est pas de l'amour, Grégoire, c'est de l'égoïsme. » Les larmes coulaient maintenant sur les joues de Grégoire. Il avait l'air d'un enfant perdu, pathétique et dangereux à la fois. « Sans toi, je ne suis rien. Si, tu es un homme intelligent, respectable, tu peux refaire ta vie, mais pas avec moi, plus jamais avec moi. Et si je refuse, si je préfère que nous mourions tous plutôt que de te perdre,
La question flotta dans l'air chargé de tension. Élodie regarda cet homme qu'elle avait cru connaître, qu'elle avait épousé, avec qui elle avait vécu 16 ans. Elle n'y voyait plus qu'un étranger dangereux, rongé par une passion destructrice. « Alors tu prouveras que tu ne m'as jamais aimé, » dit-elle doucement, « parce que celui qui aime veut le bonheur de l'autre, même si ça doit le rendre malheureux. » Grégoire la dévisagea longuement. Dans ses yeux, une lutte terrible se livrait entre l'amour et la folie, entre la raison et l'obsession. Puis, lentement, sa main se mit à trembler davantage. « Je ne peux pas vivre sans toi. Si, tu peux, et tu dois. » L'arme oscillait maintenant entre Rémi et Grégoire lui-même. Élodie comprit avec horreur qu'il envisageait le pire. « Grégoire, écoute-moi. » Elle s'approcha avec précaution. « Tu es le maire de cette ville. Tu as des responsabilités, des projets. Ta vie ne se résume pas à moi. Si, depuis 20 ans, tout tourne autour de toi. Alors il est temps que ça change. » Elle était maintenant assez proche pour toucher l'arme. Grégoire la regardait avec des yeux d'enfant perdu. « Comment faire sans toi ? En apprenant à vivre pour toi-même, en arrêtant de vouloir posséder les autres. » Doucement, très doucement, elle posa sa main sur la sienne. « Rends-moi cette arme, Grégoire. Laisse-nous partir, tous les deux. Et moi, toi, tu referas ta vie. Loin de Collioure peut-être, loin de nos souvenirs. » Il la regardait comme s'il la voyait pour la première fois, ou pour la dernière. « Tu ne reviendras jamais ? Non, jamais. Même si je change, même si je deviens l'homme que tu voulais. Il est trop tard, Grégoire. Trop de mal a été fait, trop de mensonges. » Il hocha lentement la tête, comme s'il comprenait enfin. Puis, dans un geste d'une infinie lassitude, il lui tendit l'arme. « Prends-la, avant que je fasse quelque chose d'irréparable. » Élodie saisit le revolver, soulagée au-delà des mots. « Maintenant, va-t'en, » murmura Grégoire. « Tous les deux, partez avant que je change d'avis. » Rémi prit doucement Élodie par la main. « Viens !» Ils se dirigèrent vers la sortie, laissant Grégoire seul au milieu de cette salle qui avait été le théâtre de leur confrontation finale. Sur le seuil, Élodie se retourna une dernière fois. « Grégoire ?» Il leva vers elle un visage ravagé. « Trouve-toi une femme qui t'aimera vraiment, qui te choisira librement. Tu le mérites. » Puis elle sortit, refermant derrière elle la porte d'un passé qui n'existerait plus jamais. 3 mois plus tard, Élodie posa le dernier carton dans son petit appartement de Perpignan et contempla son nouveau chez elle. 2 pièces modestes, au-dessus d'une librairie, avec vue sur la cathédrale Saint-Jean. Rien à voir avec la villa bourgeoise de Collioure, mais ces murs-là lui appartenaient vraiment. Elle avait trouvé du travail dans cette même librairie, aux mots perdus, grâce à Madame Vernet, une femme de 60 ans qui cherchait une aide pour gérer sa boutique. Le salaire était modeste, mais Élodie découvrait chaque jour le plaisir simple de être utile, de être appréciée pour ses compétences et non pour son statut de épouse. Le divorce avait été prononcé rapidement. Grégoire n'avait opposé aucune résistance, respectant sa promesse. Il avait même quitté Collioure 2 semaines après leur confrontation, cédant son poste de maire et disparaissant sans laisser d'adresse. Certains disaient qu'il était parti dans le sud-ouest, d'autres vers Paris. Élodie préférait ne pas savoir. Un coup discret à la porte la tira de ses pensées. C'est ouvert. Rémi apparut, les bras chargés de fleurs fraîches et d'un sac de croissants encore chaud. Petit déjeuner de pendaison de crémaillère, elle sourit. Ces derniers mois, Ilès s'était apprivoisé lentement, avec la patience de 2 êtres blessés qui réapprennent à faire confiance. Pas de promesses éternelles, pas de grandes déclarations, juste la douceur de redécouvrir l'amour au quotidien. Tu es en avance. J'avais hâte de voir ton nouveau nid. Il déposa ses achats sur la petite table et l'enlaça tendrement. Ces gestes simples, naturels, lui rappelaient chaque fois à quel point sa vie d'avant avait été artificielle. « Comment ça s'est passé avec l'avocat hier ?» demanda-t-il en préparant le café. « Bien, les papiers de divorce sont définitivement signés. Je suis officiellement libre. Et ça fait quel effet ?» Élodie réfléchit un instant. « C'est étrange. J'ai passé 16 ans à porter le nom d'un autre homme, à vivre dans sa maison, selon ses règles, ses désirs. Et maintenant, je redeviens Élodie Mercier. » Elle sourit. « J'avais oublié comme c'était beau, mon nom de jeune fille. » Rémi la serra plus fort. Il comprenait cette renaissance, lui qui avait lui-même dû reconstruire sa carrière après les sabotages de Grégoire. Son agence d'architecture marchait bien maintenant. Ironiquement, le scandale autour du maire de Collioure lui avait apporté une notoriété qu'il n'espérait plus. « Et le théâtre ?» demanda Élodie. « Les nouveaux élus ont repris le projet. L'inauguration aura lieu à Noël. Tu iras ? Peut-être.
Et toi? Non. Sa réponse était ferme, sans regret. Collioure, c'est fini. Cette page est tournée. Ils prirent leur petit déjeuner sur le minuscule balcon donnant sur la place de la cathédrale. En bas, Perpignan-S éveillait lentement. Des étudiants se dirigeaient vers l'université, des commerçants ouvraient leurs boutiques, la vie suivait son cours normal et rassurant. « J'ai quelque chose pour toi », dit Rémi en sortant une petite boîte de sa poche. Élodie l'ouvrit avec curiosité. À l'intérieur, une clé ancienne en bronze, montée sur une chaîne délicate. Qu'est-ce que c'est? La clé de l'ancien théâtre, celle d'origine, datant de 1920. Je l'ai trouvée dans les décombres. Il attacha la chaîne autour de son cou, pour que tu n'oublies jamais que tu détiens la clé de ta propre vie. Le geste était si symbolique, si parfaitement choisi, que Élodie sentit les larmes monter. « Rémi, je t'aime, dit-il simplement. Pas comme avant, quand nous étions jeunes et insouciants. Je t'aime comme on aime à 40 ans, avec ses blessures et ses cicatrices. Je t'aime pour ce que tu es devenu, pour le courage que tu as trouvé. Moi aussi je t'aime. » Les mots sortirent naturellement, sans effort, comme une évidence longtemps retenue. « Mais j'ai besoin de temps encore, » ajouta-t-elle, « pour apprendre à être moi-même avant d'être nous. Nous avons tout le temps du monde. » Il l'embrassa doucement, et pour la première fois depuis des années, Élodie eut l'impression d'être exactement où elle devait être. Autour-d'idage au temple l'après-midi, elle descendit dans la librairie pour aider Madame Vernet avec l'inventaire. La boutique était un labyrinthe de rayonnage croulant sous les livres anciens et nouveaux. L'odeur du papier et de l'encre l'apaisait autant que les parfums de la mer autrefois. « Vous rayonnez, ma petite Élodie », observa Madame Vernet en la voyant ranger les romans français contemporains. « C'est cette nouvelle vie. Elle me va bien. T'as ce beau jeune homme qui vient vous voir tous les jours. » Élodie sourit. Madame Vernet était discrète mais observatrice. « Il fait partie de cette nouvelle vie, oui, tant mieux. À votre âge, on a encore le droit au bonheur, même après les tempêtes. » Une cliente entra, cherchant un livre sur l'art de la Renaissance. Élodie l'aida à le trouver, prenant plaisir à cette conversation simple sur la littérature et la beauté. Ces échanges authentiques lui rappelaient à quel point L.S. s'était ennuyée dans les conversations mondaines de Collioure. En fin d'après-midi, alors qu'elle fermait la boutique, son portable sonna. Un numéro inconnu. « Allô? Élodie? C'est Simone Blanchet. » La voix de l'ancienne institutrice de Collioure la surprit. « Madame Blanchet, comment allez-vous? »« Bien, ma petite. Je vous appelle parce que, eh bien, quelqu'un m'a demandé de vos nouvelles. » Le cœur d'Élodie se serra. « Grégoire? Non, non. Une jeune femme. Elle se présente comme votre sœur. »« Ma sœur? Isabelle Mercier. Elle dit qu'elle arrive du Canada et qu'elle vous cherche partout. » Élodie sentit ses jambes se dérober. Sa sœur? Isabelle qu'elle n'avait pas vue depuis 15 ans? Isabelle qui avait coupé les ponts après leur mariage avec Grégoire, prétextant qu'elle ne supportait pas de la voir s'enterrer vivante? Elle a dit autre chose, qu'elle avait appris votre divorce par un ami commun, et qu'il était temps de renouer. Elle m'a demandé votre adresse, mais je n'ai pas osé la lui donner sans votre accord. Des larmes de joie coulèrent maintenant sur les joues de Élodie. Vous pouvez lui donner. Dites-lui que j'ai hâte de la revoir. C'est une bonne nouvelle alors, la meilleure depuis longtemps, Madame Blanchet. En raccrochant, Élodie réalisa que sa renaissance ne faisait que commencer. Sa sœur, sa seule famille, celle qui l'avait mise en garde contre Grégoire et qu'elle avait repoussée par orgueil et aveuglement. Elle remonta chez elle en courant, impatiente d'annoncer la nouvelle à Rémi. Pour la première fois depuis des mois, elle se sentait entière, femme libre, amoureuse, choisie, sœur retrouvée. Elle, écho du silence, se transformait enfin en symphonie de la vie. Mais l'histoire n'était pas tout à fait terminée. Il restait une dernière révélation, un dernier secret à découvrir. Un secret qui changerait tout ce qu'elle croyait savoir sur le passé. Isabelle arriva le lendemain matin. Quand Élodie ouvrit la porte de son appartement, elle eut l'impression de se regarder dans un miroir déformant du temps. Sa sœur avait gardé cette allure déterminée qu'elle lui enviait jadis, mais ses cheveux châtains étaient maintenant striés d'argent et de fines rides creusaient le coin de ses yeux verts. « Ma petite sœur », murmura Isabelle. Elles étreignirent longuement, sans un mot, rattrapant 15 années de silence en quelques secondes. « Tu es magnifique », dit finalement Isabelle en S, écartant pour mieux la regarder. Différente, plus vivante. J'ai retrouvé ma vie. Enfin, le mot claqua entre elles, lourd de sous-entendu. Isabelle entra dans l'appartement, observant chaque détail avec l'œil exercé de celle qui connaît sa sœur par cœur. « C'est petit, mais c'est toi.
dit-elle avec un sourire. Pas comme cette prison dorée de Collioure. Tu y es allé? Une fois, il y a 10 ans, j'avais tenté une réconciliation. Son visage s'assombrit. Grégoire m'a fait comprendre que je n'étais pas la bienvenue. Que tu ne voulais plus me voir. Élodie sentit un frisson la parcourir. Quoi, mais je n'ai jamais dit ça. Au contraire, j'espérais toujours tes lettres. Ces lettres, Isabelle eut un sourire amer. Tu veux dire celles que j'ai écrites pendant des années? Celles qui sont restées sans réponse? Le monde bascula autour d'Élodie. Encore, toujours, la manipulation de Grégoire n'avait donc jamais cessé. Mon Dieu, Isabelle, je n'ai jamais reçu tes lettres. Aucune. Je croyais que tu m'avais oublié. Les deux femmes se regardèrent, comprenant l'ampleur du mensonge qui les avait séparées. Ce salaud, murmura Isabelle. Même ça, il l'a volé, notre lien de sœur. Elle fouilla dans son sac et en sortit une enveloppe jaunie. J'ai gardé la dernière lettre que je t'ai écrite, celle d'il y a 5 ans. Je voulais te dire... Quoi? Isabelle hésita, comme si elle portait un secret trop lourd. Ah, il faut que tu t'assoies pour entendre ça. Élodie obéit, le cœur serré d'appréhension. Isabelle, qu'est-ce qu'il y a? J'ai enquêté sur Grégoire, pendant des années. Depuis le début de votre mariage, quelque chose me dérangeait chez cet homme. Son côté trop parfait, trop lisse. Elle s'assit face à sa sœur, prenant ses mains dans les siennes. Tu te souviens de cet été où tu es tombée enceinte? Le choc fut si violent qu'Élodie eut l'impression que l'air se raréfiait. Comment tu sais ça? Parce que J était là, Élodie. J était venu te rendre visite en cachette, pendant que Grégoire était en déplacement. Tu avais 3 mois de grossesse. Tu étais rayonnante. Tu me parlais de cet enfant comme du plus beau cadeau du monde. Les larmes coulaient maintenant sur le visage de Élodie. Cette grossesse, comment avait-elle pu l'oublier? Comment avait-elle pu enfouir ce souvenir si profondément? Et puis tu as perdu le bébé, continua Isabelle doucement. Une fausse couche à 4 mois. Tu m'as appelé, effondré. Tu disais que Grégoire était étrange, qu'il ne semblait pas vraiment affecté. Je ne me souviens plus. C'est flou. Normal, tu étais sous antidépresseur, de gros traitements que Grégoire t'avait fait prescrire par son ami médecin, officiellement pour t'aider à surmonter le deuil. L'horreur de la vérité commençait à prendre forme dans l'esprit d'Élodie. Isabelle, qu'est-ce que tu essaies de me dire? J'ai fait des recherches. J'ai retrouvé le médecin urgentiste qui t'avait reçu cette nuit-là, à la retraite maintenant et prêt à parler. Elle sortit une autre enveloppe de son sac. Élodie, tu n'as pas fait de fausse couche naturelle. On t'a empoisonné. Le silence qui suivit fut assourdissant. C'est impossible. Le médecin a gardé tes analyses de sang. Traces de cytotec, un médicament qui provoque les contractions. Dosage suffisant pour déclencher un avortement. Élodie se leva d'un bond, vacillante. Non, tu inventes. Grégoire voulait cet enfant. Il était content. Il faisait semblant. La voix d'Isabelle était douce, mais implacable. Réfléchis, Élodie. Un bébé, ça aurait changé quoi dans votre couple? Tout. Ça aurait tout changé. J'aurais eu quelqu'un à aimer vraiment. Quelqu'un qui m'aurait aimé inconditionnellement. Je serais devenue plus forte, plus indépendante. Exactement. Et ça, Grégoire ne pouvait pas le supporter. Il voulait te garder dépendante, fragile, entièrement à lui. Élodie s'effondra sur le canapé, la tête entre les mains. L'énormité du crime la suffoquait. Mon bébé. Il a tué mon bébé. Notre bébé, dit une voix douce derrière elle. Elle se retourna. Rémi se tenait sur le seuil, livide. Tu étais là? J'arrivais pour déjeuner. J'ai entendu. Il s'approcha, s'agenouilla devant elle. Élodie, ce bébé, était le mien. La question flotta entre eux comme une révélation ultime. Je ne sais pas. Ses souvenirs étaient si confus. Nous nous étions revus juste avant ton départ, cette nuit sur la plage. Ça, le 15 juillet. Oui, et Grégoire et moi. Nous avions fait l'amour pour la première fois le 20, après notre mariage éclair. Rémi ferma les yeux, calculant. Un bébé conçu le 15 juillet naîtrait vers le 15 avril. Il devait naître le 12 avril. Le silence qui suivit fut chargé de 20 années de douleurs non résolues. Était notre enfant, murmura Rémi. Notre enfant qui l'a assassiné. Isabelle sortit une dernière enveloppe. Il y a autre chose. Le médecin m'a donné ça. Était dans ton dossier médical. À l'intérieur, une échographie en noir et blanc, floue, comme toutes les échographies, mais où l'on distinguait clairement la silhouette d'un petit être. Samuel, chuchota Élodie. Je l'avais appelé Samuel. Rémi prit la photo avec des mains tremblantes. Leur fils, l'enfant qu'il n'avait jamais eu, l'enfant que Grégoire avait tué pour les garder séparés. 20 ans, dit-il d'une voix brisée.
20 ans qu'il est mort. Non, Élodie releva la tête, les yeux brillants de larmes, mais aussi d'une détermination nouvelle. Non, il n'est pas mort. Regardez. Elle prit la main de Rémi, la posa sur son cœur. Il est là. Il nous a réunis. C'est lui qui t'a ramené à Collioure. C'est lui qui m'a donné la force de partir. Notre Samuel. Il nous a sauvés. Rémi la serra contre lui, et pour la première fois depuis cette révélation atroce, ils trouvèrent un peu de paix. « Qu'est-ce qu'on fait maintenant » demanda-t-il. Élodie regarda, elle, échographie, puis sa sœur, puis l'homme qu'elle aimait. On vit. On vit pleinement, intensément, pour lui et pour nous. On se donne le droit d'être heureux. Et Grégoire. Grégoire s'est puni tout seul. Il a perdu tout ce qui comptait pour lui. Sa infâme, son statut, sa respectabilité. C'est suffisant. Elle se leva, marcha vers la fenêtre donnant sur la cathédrale. J'aurais pu le haïr davantage. J'aurais pu vouloir le voir en prison. Mais la haine, ça détruit celui qui la porte. Et j'ai assez perdu d'années. Tu es sûre? Certaine. Elle se tourna vers eux, rayonnante malgré les larmes. La plus belle vengeance contre Grégoire, c'est notre bonheur, notre amour. La vie qu'on va construire ensemble. Isabelle sourit à travers ses propres larmes. Ma petite sœur est devenue sage. Ma petite sœur a grandi, corrigea Élodie. Enfin, Rémi la rejoignit près de la fenêtre, l'enlaça tendrement. Tu veux qu'on parle de Samuel à nos futurs enfants? Nos futurs enfants? Elle le regarda, surprise. Si tu veux bien de moi. Pour de vrai cette fois, pour toujours. Vous ne trouvez pas qu'on va un peu vite? Demanda Isabelle avec un sourire malicieux. Nous avons perdu 20 ans, répondit Rémi. On a le droit de rattraper le temps. Élodie caressa la petite clé de bronze qu'elle portait autour du cou. Oui, dit-elle simplement, à tous nos enfants, ceux qu'on a perdus et ceux qui viendront. Dehors, les cloches de la cathédrale sonnaient midi. Un nouveau jour commençait, une nouvelle vie. Et quelque part, dans le cœur de sa mère retrouvée, l'âme de Samuel souriait enfin. Les premiers rayons du soleil d'avril caressaient les volets bleus de la petite maison que Rémi et Élodie avaient achetée dans les collines de Castelnou. Un mât en pierre du XVIIe siècle qu'ils avaient restauré ensemble, pierre par pierre, rire par rire, silence apaisé par silence apaisé. Élodie se réveilla au son familier des oiseaux et d'une autre mélodie, plus douce encore, les gazouillis de leur fille de 6 mois, Clara, qui babillait dans son berceau près de la fenêtre. « Bonjour, ma beauté », murmura-t-elle en prenant le bébé dans ses bras. Clara avait les yeux noisettes de son père et cette façon particulière de sourire qui rappelait à Élodie l'enfant qu'elle avait perdu. Samuel était là, quelque part dans ce sourire, présent autrement, mais présent. Déjà debout? Rémi apparut sur le seuil, les cheveux ébouriffés, tenant 2 tasses de café fumant. 42 ans, et toujours cette allure d'adolescent attardé qui la faisait fondre. Clara avait faim. Et puis, c'est un jour spécial aujourd'hui. Le 12 avril. Le 12 avril. Ils échangèrent un regard chargé de compréhension. Chaque année, cette date les réunissait dans un recueillement silencieux. L'anniversaire de Samuel. L'enfant qui aurait eu 21 ans aujourd'hui. Rémi s'approcha, déposa un baiser sur les cheveux de sa femme. Ils s'étaient mariés discrètement 6 mois plus tôt dans le petit temple protestant de Perpignan, avec pour seuls témoins Isabelle et Madame Vernet. « J'ai pensé qu'on pourrait aller au cimetière cet après-midi, » dit-il doucement. Élodie hocha la tête. Ils avaient fait ériger une petite stèle pour Samuel dans le cimetière de Castelnou. Pas une tombe, il n'y avait pas de corps à enterrer, mais un lieu de mémoire où il venait déposer des fleurs sauvages et murmurer des mots d'amour à celui qui était jamais né. La matinée passa dans la douceur de leur routine familiale. Élodie avait ouvert une petite librairie café dans le village, les mots du cœur qui était devenu le point de rendez-vous des habitants et des touristes. Rémi dirigeait maintenant sa propre agence d'architecture, spécialisée dans la restauration du patrimoine rural. Ils avaient construit cette vie ensemble, sans précipitation, savourant chaque instant de bonheur comme un cadeau inespéré. Vers 15 heures, ils prirent la route du cimetière, Clara endormie dans son cosy. Le petit cimetière de Castelnou surplombait la vallée, offrant une vue magnifique sur les Pyrénées encore enneigées. Devant la stèle de Samuel, ils déposèrent un bouquet de narcisses, les fleurs préférées de Élodie quand elle était jeune. « Salut, mon grand », murmura Rémi en s'agenouillant. « Ta petite sœur grandit bien. Elle te ressemble, tu sais. Elle a ton caractère déterminé. » Élodie s'assit dans l'herbe, Clara dans les bras. « Elle porte ton prénom en 2e nom, dit-elle à la stèle. Clara Samuel, pour que tu sois toujours avec nous.
Le vent printanier fit danser les branches du cyprès planté à côté de la pierre, comme une caresse, comme une approbation. « Maman, papa !» Une voix joyeuse les fit se retourner. Lucas, 8 ans, dévalait le sentier en courant, suivi de près par Isabelle qui vivait maintenant dans la maison d'épée à côté. Lucas était le fils que Rémi avait eu d'une courte relation quelques années avant leur retrouvaille. Sa mère, partie vivre en Australie, leur avait confié l'enfant depuis 1 an. Élodie l'avait adopté instantanément, reconnaissant en lui, elle, âme généreuse de son père. « Tante Isabelle m'a aidé à faire ça », dit Lucas en brandissant un dessin coloré. « C'est pour Samuel. » Sur la feuille, un petit garçon aux cheveux bruns jouait avec des étoiles dans un ciel bleu. « Pour mon grand frère », était écrit en lettres maladroites. Élodie sentit les larmes monter. Cet enfant qu'elle n'avait pas porté continuait à rassembler sa famille, à créer de l'amour autour de lui. « C'est magnifique, mon cœur », dit-elle en serrant Lucas contre elle. Ils restèrent tous les 5 un moment silencieux, formant un cercle d'amour autour de la mémoire de Samuel. Zimosas. Le soir venu, après avoir couché les enfants, Élodie et Rémi s'installèrent sur leur terrasse face aux étoiles. Clara dormait dans le berceau à côté d'eux. Lucas lisait dans sa chambre. Isabelle était rentrée chez elle. « Tu as des regrets parfois ?» demanda Rémi en caressant la main de sa femme. « Des regrets ? Sur ces 20 années perdues, sur ce qu'on aurait pu vivre. » Élodie réfléchit longuement. « Non, dit-elle finalement. Pas de regrets. De la tristesse pour Samuel, oui. De la colère parfois contre Grégoire, encore. Mais pas de regrets. Pourquoi ? Parce que si nous nous étions retrouvés plus tôt, nous n'aurions pas été les mêmes. Moi, j'ai été trop jeune, trop fragile. Toi, tu n'étais pas encore prêt à être père. Lucas ne serait pas là. Clara ne serait peut-être pas la même. » Elle porta la main à son cou, touchant la petite clé de bronze qu'elle ne quittait jamais. « Tout ce qui nous est arrivé, même le pire, nous a menés ici, à cette terrasse, à cette famille, à cet amour. Tu crois que Samuel nous voit ? J'en suis sûre. » Elle sourit, et je crois qu'il est fier de nous. Rémi l'attira contre lui. Ils restèrent enlacés sous les étoiles, écoutant le souffle paisible de leur fille et les derniers bruits du village qui s'endormait. « Rémi ? Je t'aime. Pas comme à 18 ans, dans l'urgence et la passion. Je t'aime comme on aime à 40 ans, avec la certitude de celui qui a traversé les tempêtes et choisi de rester. Moi aussi je t'aime, » Élodie Mercier-Dumas. Il n'y avait plus de écho du silence entre eux, seulement la symphonie douce de la vie qui continue, de l'amour qui résiste, de la famille qui se construit sur les ruines du passé. Au loin, les cloches de Castelnou sonnèrent minuit. Un nouveau jour commençait, et quelque part dans les étoiles, Samuel souriait en veillant sur les siens. N'avez-vous déjà eu le courage de laisser derrière vous une vie qui ne vous ressemblait pas pour retrouver qui vous étiez vraiment? Que vous inspire l'histoire de Élodie? Votre participation au canal est très importante. S'il vous plaît, laissez votre opinion dans les commentaires. Merci d'avoir regardé. Vos réactions sont très importantes pour notre travail. Laissez-nous un commentaire pour nous dire ce que vous pensez et d'où vous regardez. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne rien manquer. Votre participation est très importante pour la poursuite de notre travail, alors partagez-la avec ceux qui aimeront cette histoire.